Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, rediffusion mardi 20h. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez à travers la planète. La semaine passée a été marquée par deux importants événements de portée républicaine, à savoir la rentrée de la deuxième session ordinaire du Parlement et la présentation du programme de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda. Ce ne sont pas de simples formalités d'usage, mais ces rencontres revêtent un caractère politique et symbolique dans le fonctionnement d'un État. Pour en parler, dans le cadre de l'émission Gabon Politique, nous recevons le docteur André Adjo, politologue, chargé de recherche CAMES et chef de département d'études politiques et stratégiques à l'Institut de recherche en sciences humaines, en abrégé l'IRCH. Vous devenez un habitué de l'émission Gabon Politique. Oui, je suis heureux. Avec plaisir. Je suis heureux absolument de compter parmi les réguliers. D'accord. Je suis Claudette Eworé, accompagnée aujourd'hui de Ré Moussavou. Ré, bonjour. Bonjour Claudette, bonjour docteur. Bonjour. Par principe, je vais vous rappeler l'esprit et le but de l'émission qui va durer 52 minutes. Gabon Politique est en effet une tribune de promotion du débat démocratique que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au discours public sans distinction d'appartenance idéologique ou d'obédience politique. Le but étant simplement de permettre à chacun de défendre et partager sa vision en faveur du développement de notre pays. C'est donc un échange sans tabou qui repose sur cette conception de notre profession. Selon Albert Londres, journaliste français que nous citons à chaque fois, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Docteur, vous êtes toujours d'accord avec nous sur ce décor de l'émission? Absolument. La première partie de l'émission va porter sur des questions d'actualité, bien que tout concerne l'actualité, mais les autres questions d'actualité avec vous, Ré Moussavou. Merci Claudette. Docteur, on va commencer par le volet éducation. On sait que présentement, les élèves gabonais passent le deuxième tour du baccalauréat. Mais on va revenir justement sur le premier tour qui a enregistré plus de 40% de réussite malgré le coronavirus. Pour les autorités, ce chiffre est largement meilleur que celui de la session du baccalauréat 2019. Pensez-vous que ces chiffres ressortent, mettent en exergue le niveau des apprenants? Bon, je crois qu'il est peut-être un peu trop tôt de se prononcer sur le niveau des apprenants. Ce qu'il faut peut-être relever à ce stade, c'est cette forme d'exploit dans la situation actuelle. Être ministre de l'Éducation et avoir pour échéance l'organisation des examens, ce n'est pas aisé parce qu'il fallait trouver la formule idoine pour arriver à remplir cette obligation de la société qui est de faire en sorte que cette société-là forme ses enfants. Et donc, c'était pas aisé. Maintenant, en termes de bilan, il me semble que c'est un peu trop tôt. Attendons le deuxième tour et puis voyons comment ces jeunes gens vont se débrouiller en première année d'université pour bien évaluer le niveau qui était le leur. Mais actuellement, franchement, nous avons jeté un petit coup d'œil sur les épreuves. C'était pas inaccessible. Il ne fallait pas aussi trop corser compte tenu du fait que les élèves, les lycéens ont été démobilisés. Il y a aussi une question d'inégalité par rapport à l'accès au savoir. Ceux qui étaient à Mimongo, ceux qui étaient en Bigou n'étaient pas forcément logés à la même enseigne que ceux qui étaient à Libreville. Et si on tient compte d'un certain nombre de paramètres, il fallait vraiment concevoir des épreuves qui finalement ne pénalisent pas trop les futurs étudiants
mais qui quand même permettent d'évaluer et de former correctement. Moi, je veux quand même saluer le fait que nous ayons, le gouvernement en particulier, rempli cette échéance-là sans trop de casse. C'est dommage pour nos petits du CEP, nos petits de 3e, le BPC, mais c'est la situation qui l'a peut-être voulu. On va poursuivre avec la délibération, toujours le premier tour. Il y a eu des couacs parce que déjà certains n'ont pas reçu des messages à temps. Parce qu'il faut le dire, cela a été fait par voie numérique cette année à cause de la pandémie de Covid-19. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire de publier les résultats par voie numérique quand on sait que l'accès à l'Internet n'est pas présent sur l'ensemble du territoire national? Je suis vraiment très mal à l'aise pour me prononcer sur le choix qui a été fait parce que la situation était inédite. Quelle était parce que nous sommes dans une société où tout est ouvert, il y a un minimum de transparence. En tout cas, même quand on veut cacher, il y a certains qui font tout pour dévoiler un certain nombre de choses. Si par le fait d'une proclamation publique, etc., il y avait un regain de contamination, je crois que le ministre a peut-être craint à un moment donné son avenir politique, a choisi la formule qui l'exposait le moins. Ça a donné ce que ça a donné avec beaucoup de couacs, vous l'avez rappelé, mais je crois que tout est réglé. Il y a eu quand même un minimum de choses qui ont fait que les autorités publiques ont rattrapé la chose. Mais je suis vraiment sur cette question du choix très mal à l'aise pour jauger de la pertinence du choix parce que le contexte était difficile. Il fallait trouver une formule qui n'expose pas les enfants, qui permette aux enfants d'avoir, de recevoir les nouvelles par rapport à la réussite ou pas. Et donc c'est ce qui a été fait avec les couacs qui vont avec. Si au final tout est rentré dans l'ordre, je me dis bon, après tout, c'est la fin qui compte et chacun tirera les enseignements. Et docteur, dans votre première intervention, vous avez mentionné les disparités qui existaient entre les élèves de l'intérieur et ceux de Libreville. Je crois que c'était un peu dans ce sens que l'accès à l'Internet était problématique pour avoir les résultats. Oui, absolument. Il y a aussi, je pense, les SMS. Est-ce que les difficultés ont été du même ordre? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, la Covid-19 a bouleversé le fonctionnement normal des choses. A aussi dévoilé les grandes carences. Ouais. Parce que pour des sociétés qui avaient fait un minimum d'efforts pour construire et asseoir un système éducatif intéressant et territorialisé, il y a eu moins de casse. Mais ceux qui ont paressé ont vu que c'était absolument difficile d'affronter cette échéance-là d'organisation des examens. Le Gabon doit tirer les enseignements parce que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de carences. Internet et même la télé publique, la Gabon Télévision, la télévision publique, il y a beaucoup de coins qui n'ont pas accès à cette télévision-là, alors que dans la formule que le gouvernement avait choisie, c'était de prendre la télé comme un partenaire. Pour radio aussi. La radio aussi. La radio Gabon aussi. Merci, voilà. A diffuser, gérer le programme. Voilà. Si le petit de Lambaréné a pu accéder à ces programmes-là, je ne suis pas sûr que le petit de Sindara, le petit de Yetsu, qui est l'un des départements les plus oubliés de la République, je ne suis pas sûr que le petit de Yetsu ait eu les mêmes chances que celui... Donc ça a dévoilé un certain nombre de carences, et effectivement. Au gouvernement de tirer les enseignements, mais c'est assez frustrant en tant que Gabonais, tout simplement, de savoir que les enfants ne sont pas égaux devant l'accès au savoir. C'est assez frustrant. Ça, c'est une promesse constitutionnelle. Ce sont les premiers alinéés, le premier article de la Constitution. L'État promet de former tout le monde au même niveau. Donc, à chacun, et notamment au gouvernement, de tirer les enseignements par rapport à ça.
Bon, dernière préoccupation des autres questions d'actualité, elle est politique. Vous remarquerez une certaine agitation politique au fur et à mesure que l'on avance vers 2023, année légale pour la tenue des prochains scrutins dans notre pays, notamment l'élection présidentielle. Alors, récemment, on a noté la sortie d'un nouveau mouvement appelé Ecclésia, dont le responsable n'est autre qu'un homme de Dieu. Lui, il prophétise essentiellement le réveil du Gabon dans tous les domaines. De l'autre côté, nous avons retenu la sortie d'un acteur politique reconnu, Frédéric Massavala Mambumba, ancien porte-parole de la coalition pour la Nouvelle République CNR, proche de l'opposant Jean Ping. Après donc sa sortie de prison où il avait mis 19 mois pour instigation et manifestation contre l'autorité de l'État, Massavala se donne aujourd'hui une nouvelle posture politique, celle qui discute avec le pouvoir. Quelle lecture faites-vous de ces mouvements? Madame, vous faites bien d'employer le mot posture et on en est là. Une forme d'inconstance aussi. Si cette posture était au moins fixe, de façon à ce qu'on situe les acteurs politiques dans un camp, avec des propositions, une offre politique bien identifiée par les Gabonais, ça allait contenter l'observateur politique que je suis. Mais on en reste à des postures, des positionnements. Et avec l'échéance de l'élection présidentielle qui arrive, tout ça va prendre de l'ampleur. Mais c'est une tradition au Gabon et c'est tout à fait légitime puisque c'est un système politique ouvert, dit démocratique. Donc c'est légitime que les acteurs politiques fassent leur boulot. Mais beaucoup de Gabonais resteront toujours sur leur faim parce que l'offre politique derrière cette agitation ne fait pas le poids par rapport aux enjeux attendus. Et donc on se positionnera par rapport au pouvoir ou par rapport à l'opposition, mais toujours dans, permettez-moi d'être un peu dur, dans des calculs politiciens qui n'honorent pas le personnel politique parce que on n'en tire rien depuis 1990, rien ne ressort de ces va-et-vient entre l'opposition, le pouvoir, etc. L'opposition depuis 1990 a changé de forme, a changé de personnel, s'est renouvelée et beaucoup de figures historiques du PDG ont même rejoint l'opposition. Tout ça, cette histoire de 30 ans, on a eu du mal à asseoir un camp de l'opposition avec un programme, avec l'effort de susciter une alternative, parce que le jeu est brouillé par cette forme de transhumance-là. Et on en reste malheureusement à des postures. Les Gabonais attendent une offre politique. Donc pour vous, c'est un non-événement? Pour moi, c'est, pour ne pas être dur, c'est légitime parce que c'est un système politique ouvert, mais c'est de l'ordre de l'ordinaire, finalement, dans le paysage politique gabonais. Il n'y a pas grand-chose à attendre parce que je suis sûr que beaucoup d'entre eux roulent surtout pour eux et pas pour les Gabonais. De toute façon, s'ils roulaient pour les Gabonais, ils allaient nous dire ce qu'ils projettent faire. Mais c'est toujours de ce point de vue-là, même pour les journalistes, avoir un programme politique d'un acteur politique, c'est difficile. Souvent, sa seule personne constitue le programme politique. Et comme il ne faut pas trop se fier aux personnes, vous voyez que c'est assez délicat. Ça pose problème. Voilà. Nous allons maintenant aborder le prétexte de cette émission, c'est-à-dire l'analyse, le contenu des derniers événements qui viennent de se passer dans notre pays. Je disais des événements à caractère républicain, la rentrée parlementaire d'abord, l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres ont fait leur rentrée pour la deuxième session ordinaire. Alors, quelle signification pour la République? Que doit comprendre le peuple?
Oui, c'est une institution particulière dont les membres bénéficient de vacances. Et c'est la Constitution qui le dit. Il y a des sessions ordinaires. Il peut y avoir, si la situation et le contexte l'exigent, une session extraordinaire. C'est ce qu'on a même pu penser au départ quand Madame le Premier ministre a été nommée, compte tenu de la date de sa nomination, puisqu'il fallait qu'elle fasse sa déclaration au bout de 45 jours. On s'est dit peut-être il y aurait là une session ordinaire, extraordinaire autant pour moi, mais ça a été validé différemment par la Cour constitutionnelle, sa déclaration. Et donc, la vie de l'Assemblée nationale est rythmée par des sessions et puis des vacances parlementaires. Pendant ces sessions-là, ils examinent les textes conformément à ce que dit la Constitution, ils votent la loi, ils consentent l'impôt, ils contrôlent l'action du gouvernement. Il y a même une 4e mission au sortir de l'élection, du dialogue d'Angondjé. Ils sont maintenant compétents pour participer à l'élaboration des politiques publiques. C'est ce que dit la nouvelle monture de la Constitution. Et après, il y a des vacances parlementaires où ils retournent dans leur circonscription, rencontrer les populations qui ont élu ces différents députés-là. Depuis 1960, la vie de l'Assemblée nationale est rythmée un peu par ces séquences-là, et c'est tout à fait constitutionnel. Et donc, je pense que la deuxième session, c'est 1er septembre. Et la session dite budgétaire. Voilà. Au passage, un clin d'œil à l'histoire. En 1963, l'Assemblée nationale avait refusé d'examiner le budget, ce qui a fâché le président Léomba. Et le président Léomba a même dissous. Mais pour quelle raison? Bon, il avait sa conception à lui de la démocratie. En tout cas, il n'a pas aimé que les députés... et il disait d'ailleurs des députés qui réclamaient un peu de moyens supplémentaires, que votre travail ne justifie pas qu'on augmente quoi que ce soit en ce qui vous concerne. Donc, en tout cas, il avait considéré que c'était un affront. Et puis, ça n'a pas tardé. Il y a eu des coups d'État en 1964, etc. Mais c'était une période assez tendue. Et donc, c'est la session dite budgétaire. Ils auront à examiner le budget. Mais le PDG a une majorité confortable. Ça se fera un peu comme toutes les années, sans trop de couacs. Alors, la déclaration de politique générale, qu'est-ce que c'est? C'est, encore une fois, constitutionnel. Mais c'est pas propre au Gabon. Je pense que c'est un héritage du modèle français. On a imaginé qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, eh ben, ce gouvernement-là devait, devant la représentation nationale, présenter ce qu'il aura à faire conformément, parce que là aussi, le président de la République joue un grand rôle. Si vous avez noté, il y a d'abord eu, et c'est la Constitution qui le dit, la validation en Conseil des ministres, parce que c'est le Conseil des ministres qui doit donner son accord. Et après, le Premier ministre va devant la représentation nationale. Mais lorsqu'il va, il va au nom, c'est presque le porte-parole du président de la République, parce qu'il va dire aux députés et donc à la nation tout entière. Parce qu'ils s'étaient même d'abord rencontrés la veille. À la veille. Absolument, mais le Premier ministre dans l'exécutif est, comment dire, l'envoyé du président de la République. Il exécute ce que le président de la République dit. Il n'a pas une autre marge. Et donc, il vaut mieux, pour ne pas qu'il y ait de quoi, harmoniser d'abord en amont pour que à l'Assemblée nationale, et lorsque les députés ont l'assurance que celui qui est là est effectivement l'envoyé du président, notamment les députés du camp majoritaire, il y a moins de risques de dissensus. C'est encore une émanation de la Constitution de la Ve République française. Oui, qui, sur beaucoup d'autres domaines, nous pose beaucoup de problèmes. Mais c'est ainsi fait. Quand un nouveau gouvernement est nommé, un Premier ministre, eh ben, dans les 45 jours, ça n'a pas été le cas, mais la Cour constitutionnelle a donné son aval. Ça n'a pas été le cas pour Madame Osuka.
Donc, dans les 45 jours, le Premier ministre doit venir devant l'Assemblée nationale dire ce qu'il fera pendant oui, nous le avons temps que aussi durera entendu quelques bruits de ce côté-là. Les 45 jours étaient déjà passés. Oui, bien sûr. Elle a été nommée le 16 juillet. Si justement, juillet, merci. Si justement la Cour constitutionnelle a donné, il y a eu aussi une forme de rélecture de la Constitution, peut-être pour ne pas bloquer la machine. Mais ceux qui font les lois doivent s'interroger sur le pouvoir d'interprétation de la Constitution par la Cour constitutionnelle. Ce pouvoir devient trop grand. Quand on dit la Cour constitutionnelle interprète, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est la Cour elle-même qui doit juger de ses prérogatives en matière d'interprétation, ou alors le législateur doit dire vous ne devez interpréter que dans tel domaine? Bon, en tout cas, la Cour constitutionnelle a interprété et a donné son aval au-delà des 45 jours. Et la déclaration de politique générale a eu lieu. Mais comme les décisions de la Cour s'imposent, il n'y a pas eu à ce niveau-là de problème. Justement, docteur, lors de cette déclaration de politique générale, la chef du gouvernement rose, Christiane Oussoukara Ponda, a presque tout annoncé. L'amélioration du système sanitaire, la construction et la réhabilitation des infrastructures, l'agriculture qui peine à décoller, la création d'emplois, pour ne citer que ces secteurs-là, mais sauf des détails précis sur le financement. Peut-on penser que c'est une déclaration à la Julien Kogé-Bekale bis? Bien, bon, ne préjugeons de rien, puisque j'ai cru comprendre qu'elle était... Pas j'ai cru comprendre, c'est une réalité, elle est économiste, donc j'espère qu'elle elle a gardé ses chiffres avec elle, même si elle ne les a pas consignés dans son propos. Mais il reste quand même un certain nombre d'interrogations. Nous avions dans notre laboratoire fait un petit travail sur les déclarations de politique générale depuis 1990 avec Casimiro Yemba. Effectivement, ce que vous relevez est très juste. Il n'y a pas la dimension chiffrée dans la programmation des actions, il n'y a pas de chiffres. C'est une compilation de bonnes intentions dans le domaine économique, dans le domaine sanitaire, etc. Il y a quelques annonces un peu plus claires. Par exemple, transformer la pédiatrie en institut d'infectiologie, etc. Mais là encore, il n'y a pas de date. Il y a remettre... La réouverture de l'école de santé de Moulins. Oui, mais c'est dans quelques mois, avant la fin 2020. Là, au moins, c'est un peu plus clair. Mais pour le reste, c'est un peu des déclarations de bonnes intentions, je dois le dire. Alors que nous, lorsque la déclaration de politique générale est chiffrée, avec des échéances, ça nous permet d'évaluer. Comment évaluer le bilan d'un Premier ministre alors que lorsqu'il nous a fait sa déclaration de politique générale, il ne nous a pas donné les éléments pour permettre de le faire de façon rigoureuse. Et donc, c'est vrai que j'ai noté que, comme les autres déclarations, il n'y a pas eu trop de risques à annoncer des chiffres, des échéances, etc. Est-ce que c'est pas une attitude, une bonne attitude pour ne pas s'hasarder à donner des chiffres comme ça? Ce n'est pas attitude prudente. Oui, trop de prudence tue la prudence. Quand on sait que les autres premiers ministres ont aussi fait des déclarations de politique générale du même format, l'autre risque qu'on prendra à ce moment-là, c'est que les gens disent c'est du copier-coller, de toute façon il n'en sortira rien. Alors que quand on prend le risque de dire que nous irons à Tchimanga demain, on arrivera à telle heure, eh bien, comme on a promis aux Gabonais de façon très claire, on essaye de s'y tenir. Mais là, il n'y a pas d'obligation de résultat puisqu'elle est restée dans des généralités pour un certain nombre de mesures, y compris les mesures économiques, puisqu'il s'agit là aussi de la relance. Il y a quand même obligation des résultats puisqu'elle a parlé des priorités. Donc, ces priorités, à un moment, on va évoluer. Et puis, il y aura des données au fur et à mesure que les conseils des ministres vont se tenir, nous pensons. Oui, bon, j'essaye simplement de dire qu'il y a déjà une récurrence des thèmes. Vous examinez depuis Casimiro Yemba, la question de l'eau revient, la question de la route revient, comme pour dire qu'on n'a pas évolué depuis 30 ans, ce qui est aussi un peu dommage. Deuxième observation, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de chiffres. Bon, quelle obligation j'ai
de remplir ou d'exécuter une action alors que je n'ai ni annoncé des chiffres, ni annoncé d'échéance. Je peux le faire dans 10 ans. Je n'ai pas l'obligation de m'exécuter vis-à-vis des Gabonais dans 1 an, dans 2 ans. Je n'ai pas donné d'échéance. Je crois que même pour la propre évaluation, et là c'est le Premier ministre Biyo-Gemba qui avait fait un effort de dire notre gouvernement sera évalué, même si, bien évidemment, ces déclarations sont restées lettres mortes. C'est le premier à dire nous allons évaluer l'action des membres du gouvernement. Mais ça n'a pas eu lieu. Au moins, il avait consigné ça. Mais les autres ne se risquent pas en matière d'évaluation de l'action du gouvernement. Le mandat a été donné aux députés, vous l'avez dit, lors du dialogue politique d'Angonje, pour de participer et d'évaluer. Oui, effectivement. Encore faut-il, parce que les politiques publiques, c'est tout un domaine d'expertise. Est-ce que l'Assemblée nationale a l'expertise nécessaire pour évaluer les politiques publiques? Est-ce qu'ils se sont organisés, depuis que le président Boukoubi est là, de mettre un service avec des experts gabonais rompus à la tâche pour s'adonner à cette tâche-là et la remplir correctement? Ou alors l'actualité là-bas a été dominée par d'autres agendas? Donc c'est une mission de plus. J'espère simplement que, effectivement, si le gouvernement n'arrive pas à s'inscrire dans cette démarche d'évaluation, il doit y avoir d'autres organes, d'autres institutions de la République dont c'est la tâche de faire leur boulot, puisque c'est un travail d'équipe. Ah oui, puisqu'il y a des ministères, comme le ministère de la promotion de la bonne gouvernance. Qui a déjà fort à faire avec la corruption, etc. Bon, j'espère que ça donnera des résultats. La commission également, la commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Vous avez noté alors que c'est l'un des 4 axes que le Premier ministre a développé dans son action. Une faiblesse au niveau de tout ce qui est à faire au niveau de la corruption. Je crois que dans la situation où nous sommes, lorsqu'on sait que c'est 85 000 milliards pour toute l'Afrique de perdus en ce qui concerne la corruption. Et il y a, je pense, Transparency International qui avait dit qu'en ce qui concerne le Gabon, entre 2011 et 2014, il y a eu à peu près 700 milliards de francs CFA de perdus. La corruption nous vide et nous freine dans notre démarche. Comment relancer l'économie si on ne s'attaque pas déjà à ce qui nous freine et ce qui paraît quand même le plus accessible? De mon point de vue, la commission de lutte contre l'enrichissement illicite n'est pas suffisamment utilisée par le gouvernement. Le gouvernement n'en fait pas un allié solide. Et de toute façon, nous percevons ça quand on essaie d'examiner. Il y a quelques mois, Gabon Télévision, Radio Gabon était associé à une campagne de sensibilisation, mais la Covid a remis... Cette campagne va reprendre dans quelques semaines. Voilà. Moi, je crois que c'est peut-être, il faut justifier d'une activité, puisque le PNUD aussi est partenaire, il faut montrer que avec l'aide des partenaires que nous essayons de travailler, mais c'est insuffisant au regard du fléau que constitue la corruption. Et que le Premier ministre n'ait pas mis un accent particulier sur cette affaire-là dans son programme dans sa déclaration de politique générale, c'est un goût d'inachevé de mon point de vue. Parce que s'attaquer à la relance économique, c'est aussi s'attaquer durement à la corruption. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Docteur, alors, avec tous ces défis, une femme à la tête du gouvernement depuis le 16 juillet dernier, est-ce qu'elle est la personnalité à la place précise? Ah oui, mais sans hésitation. Il faut même regretter qu'il n'y en ait pas eu de Premier ministre femme avant. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au Gabon. Le nouveau Premier ministre, une femme, pensez-vous, est-ce que cette approche a un lien avec l'efficacité dans l'exécution du programme? Non, pas du tout. C'est une Gabonaise, comme ça aurait pu être un Gabonais qui est là pour servir son pays. Et c'est dans l'ordre des choses. Il est dommage, mais permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Là encore, il y a une forme de dissensus. Les gens ne sont pas tout à fait d'accord, mais parce que nous n'avons peut-être pas pris le temps d'examiner notre passé. Les femmes, dans les sociétés ancestrales africaines, ont toujours eu un rôle majeur. Comment ça se fait qu'entre-temps, elles ont disparu? Pour que ça relève aujourd'hui quasiment du miracle, on force les choses à faire en sorte qu'elles soient hissées dans les plus hautes fonctions. Non, c'est dans l'ordre des choses. Pour nous pensons que la colonisation
a mis l'homme en avant, le modèle de l'homme blanc, fort. Il y a une transposition au niveau des Africains mâles, hommes, et puis la femme a été reléguée. Mais avant que la colonisation ne vienne, les choses n'étaient pas comme ça. Pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Et elle travaille au même titre qu'un homme. Ça n'a pas un lien. Moi, c'est plus la capacité politique, la marge de manœuvre. Est-ce qu'elle bénéficiera d'une marge de manœuvre plus intéressante par rapport à son prédécesseur? Là, moi, j'ai de gros doutes. Et ça, c'est une question purement politique, mais c'est pas lié à sa condition de femme ou d'homme. Et de ce point de vue-là, heureusement, le Gabon n'a pas à rougir, puisque les femmes, pour moi, grâce à un certain nombre de textes, etc., sont logées à la même enseigne que les hommes. C'est peut-être au niveau des politiques publiques où il faut introduire la dimension genre pour que ces politiques publiques-là soient intégratives, inclusives. C'est dans le sens de la modernité de l'action publique. C'est dans ce sens-là il faut aller, mais crier sur tous les toits que c'est un homme, c'est une femme, ça nous ramène encore... Des formules que nous avons entendues, impossible voilà, n'est pas féminin, ce que femme veut, Dieu le veut, oui, des formules un peu qui frisent la flatterie aussi. C'est le piège de la langue française, parce que quand on épouse une langue, on épouse aussi une vision du monde... Et la langue française, de ce point de vue-là, ne nous fait pas que du bien, puisqu'elle nous permet de nous questionner différemment, alors que nous sommes africains. On sait que la femme joue un rôle. On le sait, fondamentalement. J'ai aussi noté que Madame le Premier ministre a mis trop de temps dans ses premiers mots à parler de la femme, etc. Il faut pas que les femmes participent elles-mêmes à ça. C'est un fait, elles sont là, elles sont installées, et il nous faut agir. Donc, passer plusieurs minutes à rendre hommage à la femme, etc., c'est la politique, c'est une déclaration de politique générale. Mais docteur, beaucoup ne vendent pas les femmes chères dans la gestion de la vie publique. Je pense qu'elle n'a pas eu tort de rappeler qu'auparavant, il y a eu des figures emblématiques à qui il fallait rendre quand même hommage. Oui, c'était un rappel un peu trop politicien, c'est ce que je veux dire. Voilà, et donc c'était un hommage à son camp, aux efforts que son camp politique a fait pour hisser la femme là où elle est. Donc je ne retiens pas trop ça, mais pour moi, les femmes valent autant. C'est même gênant de le rappeler. Les femmes valent autant que les hommes. Le débat ne doit plus en venir à le rappeler, là, vraiment, ça me gêne, puisque la question ne devrait pas être celle-là. Madame le Premier ministre a-t-elle la marge de manœuvre politique pour agir? Est-ce que il y aura pas ici et là des lobbies qui vont l'empêcher de se déployer tel qu'elle l'a annoncé? Est-ce que, d'un point de vue politique et pratique, c'est ça qui est intéressant. Mais je pense que c'est une grande dame. Il aurait pu y avoir un grand homme. Qui a des capacités intellectuelles. À la place où elle est. À la place où elle est, qui a le profil. Voilà, mais on attend de juger le maçon. Je ne sais pas comment féminiser cette notion de maçon, mais en tout cas, le maçon au pied du mur, je pense que c'est plus intéressant de regarder de ce côté-là que on a suffisamment avancé, avançons. Au chapitre des réactions, nous avons passé sur nos antennes un leader politique de l'opposition qui a accusé un peu, reproché aux députés de la majorité d'être complaisants avec les chefs du gouvernement. Selon ce leader, les députés devraient d'abord rappeler la liste des projets non réalisés du Premier ministre sortant avant d'accorder le vote de confiance au nouveau. Je crois que tout récemment, j'ai écrit un petit papier sur Gabon Matin. La position des députés est délicate. Et ça, c'est la Constitution. Cette Constitution tant décriée, voilà encore une des faiblesses. Si les députés ont la garantie d'un point de vue pénal, qu'on ne peut pas les arrêter n'importe comment, il y a un régime d'immunité qui est là, et c'est constitutionnel, d'un point de vue politique, ils sont dans une insécurité. Si vous votez par rapport à vos propres convictions à l'Assemblée nationale, et que vous n'avez pas suivi la ligne du parti, la simple exclusion du parti politique fait que vous perdez le mandat. Il y a une disproportion entre la nature du vote et la conséquence. Donc, les députés ont simplement peur de perdre leur mandat, madame. Donc, ceux qui ont été sanctionnés au sein du parti à cause de la fameuse loi ont risqué gros. Heureusement pour eux, ils étaient nombreux. Parce que si c'était un seul député, et qui en plus novice dans ce parti, je pense qu'on pouvait l'exclure. Là, l'exclusion allait apporter plus de problèmes. Et donc, à mon avis,
commission de discipline a jugé, il fallait simplement donner un message, avertissement pour les uns, des blâmes, etc. Parce que le contingent, et puis il y avait des poids lourds aussi, même il y avait des sénateurs aussi. Mais c'est désastreux pour la démocratie. Représentent-ils les partis politiques à l'Assemblée nationale ou le peuple? Est-ce que c'est pas un abus de langage que de dire l'Assemblée nationale est le palais du peuple, alors que ce sont les partis politiques qui font la loi? Et donc, quand on est député au Gabon, on sait exactement à quoi s'en tenir. Voilà. Si vous trahissez la ligne du parti, même pour des votes sur des questions assez banales, eh ben vous risquez gros votre mandat. Donc, je crois que ceux qui ont pensé ces dispositions-là n'ont pas vraiment rendu service à la démocratie, parce que la démocratie, c'est le débat. Voilà. Or, les députés, chacun essaye de s'en tenir à la ligne, et ce qui est sacrifié dans ce cas-là, c'est le débat, et donc la démocratie. Il faut le dire, il faut le répéter, que ces dispositions constitutionnelles, quand on dit le mandat, je pense que c'est l'article 39, le mandat impératif est nul, ça veut dire que vous n'avez pas de compte à rendre à ceux qui vous ont élus. C'est ce que ça veut dire. Dès que vous avez été élu, vous avez été élu, et maintenant vous obéissez à d'autres logiques que celles qui ont présidé à votre choix par les électeurs. Il faut le dire et il faut le répéter pour que les Gabonais l'entendent. Donc, ça veut dire que les députés n'ont même pas la possibilité, la latitude d'interrompre le Premier ministre, par exemple, le cours des choses, si on constate les manquements pour rappeler à l'ordre le gouvernement. Je crois que ça, c'est historique. À partir du moment où Léon Mba a neutralisé l'Assemblée nationale depuis les années 60, cette Assemblée nationale ne s'est plus jamais remise à jouer son rôle, le rôle qu'on attend. Les préoccupations des populations sont faiblement relayées. C'est juste de dire non, Madame la Première ministre. C'est vrai que c'est délicat parce que si on refuse la confiance, ça veut dire qu'elle démissionne. Donc les conséquences politiques pour le camp PDG sont... Mais je pense que tout ça se prépare. Associer les parlementaires du camp majoritaire à cette déclaration pour que... Et avant, ils peuvent faire des pressions pour obtenir du Premier ministre des garanties dans tel domaine, dans tel domaine. Madame, on vous attend à l'Assemblée nationale, nous souhaitons que. Il y a de ce point de vue-là une timidité parce que la fameuse commission de discipline veille et elle a eu de plus en plus de poids ces dernières années. Et pour cause, il y a tellement de tumulte au PDG et donc cette commission-là a grossi et les gens craignent pour leur avenir politique. C'est aussi légitime, mais c'est pas bon pour la démocratie, ça il faut le dire. Docteur, pourquoi la déclaration ne se fait pas devant les deux chambres réunies? Bon, en France, on pourrait réunir... en France, ils ont choisi de d'abord s'adresser à l'Assemblée nationale et après un autre jour consacré au Sénat. Ou alors, au moment où le Premier ministre s'adresse à l'Assemblée nationale, dans l'ordre protocolaire, celui qui suit le Premier ministre, lui fait la même déclaration au Sénat. C'est aussi possible. Mais ça, c'est chaque pays qui essaye de trouver son équilibre. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ça au Gabon, mais les deux chambres réunies, je pense que ça c'est la prérogative souvent du président. Quand le Congrès est réuni, là c'est le président qui est là. Le Premier ministre, ça ne s'est jamais fait, mais il y a moyen de faire les deux déclarations au même moment. Il y a plusieurs membres du gouvernement, il y aura toujours un candidat. De toute façon, le Premier ministre a un adjoint dans l'ordre protocolaire. Les 6 groupes parlementaires qui sont à l'Assemblée, sur les 6, 2 ont voté contre. Les non-inscrits et les démocrates, vote qui n'a vraiment pas impacté, oui, puisque le pourcentage a été à plus de 90%. Oui. Pas d'enjeu. Non, il y a pour pas un Premier ministre qui est issu d'un camp majoritaire à l'Assemblée. Non, et que l'opposition vote contre, surtout cette opposition-là de vieux caciques qui en veulent au PDG, c'est tout à fait légitime. Et que le camp d'en face aussi vote pour, c'est tout à fait légitime. La majorité est confortable. Mais c'est cette petite... l'enjeu, c'est comment les députés PDG peuvent obtenir de plus en plus de garanties. Est-ce qu'ils ont une petite marge de manœuvre pour faire pression, pour obtenir des garanties sur un certain nombre d'actions? Ou alors la discipline du parti qui est l'apanage du bon militant est tellement forte que tout le monde se résout à lancer ça. Qu'est-ce que les députés PDG peuvent faire pour obtenir un peu plus de garanties, notamment dans la programmation des actions et leur exécution? C'est peut-être ça la question. Mais qu'ils votent oui pour soutenir leur camp, ça c'est pas anormal. Ce qui est anormal, c'est qu'ils sont un peu... ils sont trop timides
dans leur capacité à arracher, parce que c'est aussi une question de crédibilité. Il y a une bonne partie de la communauté nationale qui pense qu'il n'y a rien à attendre de ces députés-là. Ce sont permettez-moi, nous sommes à Radio Gabon, ce sont des godillots. Ça, c'est pas bon pour l'image d'un député. Donc, je ne sais pas s'ils tiennent à leur image, mais ils devaient aussi quand même être à l'écoute de ce qu'on dit d'eux, que le regard qu'une bonne partie des Gabonais ont vis-à-vis d'eux. Vous avez également suivi un peu les interventions des présidents des groupes parlementaires. Certains ont été plus ou moins virulents. Oui, madame, c'est tout à fait normal. C'est ça la démocratie, justement. Tant qu'on reste à palabrer avec des mots. Voilà, la démocratie, c'est pas des bâtons, des fusils, etc. Ce sont des mots. Et madame le Premier ministre, je pense, avait aussi la latitude de riposter lors de ses réponses. Je pense que le président Akouré a un passé de maire. Il était député PDG aussi à l'époque. C'était même le suppléant d'Onouvier, de Richard Onouvier. Donc il reconnaît voilà, les mêmes il a mots. Un passé politique. Il a laissé également ses manquements. Voilà, si madame le Premier ministre avait eu le temps, elle, avec son entourage, de penser à ça, elle aurait pu riposter aussi, en s'attaquant à son bilan de maire de Lambaréné. Vous savez qu'il est parti de la mairie de Lambaréné dans une situation compliquée, avec cette histoire de masque, etc. Qu'il aurait vendu. Bon, c'est de bonne guerre. Tant qu'on reste aux mots, la démocratie sont les mots, et on palabre. Donc ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais elle a répondu dans un autre registre, c'était aussi son droit. Le président Akouré l'a titillé dans un autre registre. C'est son droit et c'est légitime. Il faut que ça s'ancre. Il faut qu'on s'habitue à ça, à palabrer, comme l'Africain sait le faire. Mais la susceptibilité à gagner l'Africain, c'est étonnant. L'homme de la palabre est gagné par la susceptibilité. Mais comment vivre la démocratie quand on est susceptible? Ça peut pas marcher. Voilà, il faut pas avoir, comme on dit au quartier, le petit cœur. La démocratie, c'est pas... Et le positionnement du peuple. Le positionnement du peuple qui applaudit parfois pour un oui, pour un non. Lorsque ce député de l'opposition vient tenir un langage dur vis-à-vis du pouvoir, on oublie, le peuple oublie directement le passé de cet opposant qui revient du PDG, cet ancien PDG. Oui, madame, le peuple a la mémoire courte. Bon, et puis, c'est peut-être un signe. Les Gabonais espèrent quelque chose et s'accrochent à ceux qui, sur le moment, les contentent. C'est aussi légitime, on ne peut pas les en vouloir pour ça. Les Gabonais ont actuellement, et le Premier ministre l'a reconnu, des attentes énormes. Et donc, quand un député, dans cette ambiance d'unanimisme, essaye de s'inscrire dans un autre registre, eh ben, ils adoubent. Est-ce qu'on doit les en vouloir pour autant? Ce qui est, c'est peut-être un message, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que le gouvernement tienne compte de pourquoi, pour si peu, il devient populaire. C'est l'action. C'est l'action qui fera que le gouvernement, sur tel ou tel domaine, gagnera en crédibilité. Et puis, madame le Premier ministre a parlé plus longtemps. Le président Akouré a dépassé ses 10 minutes pour parler près de 14 minutes. Et c'est cette intervention-là qu'on retient. Pourquoi? Donc, au camp d'en face de s'interroger. S'ils avaient été brimés du point de vue du temps, on aurait compris. Mais comment celui qui parle moins de temps a plus d'aura? Ce qui a problème dans l'offre politique, les Gabonais attendent et c'est légitime, je crois. Le docteur Akouré a parlé du respect des élus. Qu'est-ce qu'il voulait entendre par là? Je crois que ceux qui souhaitent que la démocratie s'installe véritablement au-delà des personnes ont été, mais je venais de le dire, offusqués du fait que, et c'est un mauvais signal, parce que tout le monde va rentrer dans l'ordre, j'en suis sûr, la menace est tellement grande, que le député ne puisse pas s'exprimer, et des députés de cet âge-là quand même, par rapport à une question sociétale, beaucoup ont été offusqués. C'était aussi une petite attaque politique, hein, ne soyons pas dupes. Il a appuyé là où ça fait mal, doit-on l'en vouloir? Je vois qu'il a même titillé le président du groupe parlementaire PDG, le président Martin Mabala, pour dire que si lui n'arrivait pas à s'exprimer, eh ben, à lui en tant que petit frère... C'était des bonnes guerres. C'était des bonnes guerres, voilà. Mais au-delà de cette petite bataille politicienne-là, laissez les députés voter par rapport à leurs convictions. Prenez acte s'il y a un désaccord sur un texte, comme font les autres. Le Parti socialiste affiche des désaccords au moment des votes. Bon, la France n'est pas le Gabon, mais quand même,
sans qu'il n'y ait de conséquences. Le parti prend simplement acte que sur tel texte, nous étions divisés. Et on retrouve l'ambiance du parti une fois le vote passé. Mais quel est ce vote-là qui, parce que les autres ont voté non, aboutissent à un psychodrame, etc. Est-ce que c'est ça l'interprétation de la démocratie par le Parti démocratique gabonais? On en sait. Dans tous les cas, l'action du Parti démocratique gabonais était couverte par les textes. Ils avaient, selon les textes, leur texte interne déjà et la Constitution, le droit de blâmer ces députés-là. Mais est-ce que c'est pour autant que c'est bon pour la démocratie? Ça, je ne suis pas si sûr. Une autre intervention d'un président du groupe parlementaire RV, Monsieur le premier, de Serge Ndong Obam, Restauration des valeurs. Voilà, il a mis l'accent sur l'amour du prochain, l'amour de l'autre, que l'amour était au centre de la réussite du programme d'action du Premier ministre d'un État. Nous savons aujourd'hui que le responsable de ce parti incarcéré, est-ce que c'était par des mots voilés, interpeller le gouvernement? Vous m'avez arraché les mots de la bouche. Est-ce que c'est des messages subliminaux? On n'en sait rien. Dans tous les cas, ils font profil bas. Je pense aussi aux sociodémocrates ces derniers temps. Mais ils sont dans une situation difficile. Ce sont des partis qui ont été un peu créés comme ça, et ils se retrouvent orphelins des leaders et ils essayent de survivre. S'ils durcissent la corde par rapport au PDG, est-ce qu'ils ne seront pas mangés tout cru? Et surtout que ces partis avaient même voulu marginaliser le PDG. Hein. Au moment où il y avait eu... Vous savez, en politique, on est fort aujourd'hui, on est moins fort demain. Il faut jamais... être naïf et penser que sa force va durer ad vitam aeternam. Donc ce sont des partis qui quand même craignent pour leur survie. On attend, les prochaines élections législatives c'est encore loin, mais 2023. on verra comment ces partis politiques là vont se déployer, parce que ils avaient une force financière énorme. Les sociodémocrates se sont déployés, mais les candidats PDG étaient ringardisés, chacun dans leur circonscription. Maintenant, ceux qui faisaient leur force, en tout cas ceux qui les finançaient, ne sont plus là. Voilà, ils font profil bas, ils essayent de ne pas trop se fâcher avec le PDG. Ils restent des alliés du PDG. Et donc, c'est des discours, je crois, qui donnent libre cours aux interprétations. Hein. Et c'est légitime de penser que c'est une forme d'appel du pied, etc., par rapport à leur grand parti majoritaire et allié. Ils avaient vraiment mis à mal certains candidats du PDG lors des élections. Absolument. Le président du groupe parlementaire PDG est allé au second tour avec un sociodémocrate. Quelqu'un sorti de nulle part, mais qui avait des t-shirts, parce qu'au Gabon, c'est ça qui avait les moyens. Qui avait les moyens. Il sortait d'où? Qui avait donné les moyens, etc. On sait d'où ça venait maintenant avec le recul. Maintenant, il y a l'autre échéance. Pour l'instant, je pense qu'ils ont un positionnement prudent et on peut le comprendre. Et ils soutiennent clairement la politique du chef de l'État. Absolument, c'est ça qui est intéressant. Absolument, oui, mais ont-ils le choix dans la situation qui est la leur? Même lorsqu'ils étaient puissants, ils soutenaient toujours l'action du chef de l'État. Du chef de l'État, même si les relations avec le PDG étaient... Mais là, vis-à-vis du PDG en soi, pas le chef d'État, je trouve que la relation a évolué. La façon de se tenir par rapport à leurs alliés, il y a moins d'arrogance, il y a moins de... Voilà, ça a évolué. On devient peut-être poli. parce qu'ils tiennent compte aussi de l'évolution du contexte, avec les éléments de fragilité qu'ils traînent depuis peu, avec notamment la mise aux arrêts de leurs leaders. Docteur, nous venons de faire presque le tour de la question. Le temps passe vite, mais est-ce que vous avez un message pour dire un mot aux Gabonais par rapport au fonctionnement de l'État dans un système démocratique? Oui, mais vous savez, je discute beaucoup avec les collègues. Les solutions pour le Gabon, c'est celui qui vous dira c'est simple, vous dira vrai. Mais cette simplicité-là est vraiment d'une complexité. Voilà. Je trouve que les Gabonais sont absents. Une faiblesse au niveau de l'organisation à la base. Nos villages qui étaient organisés jadis à la base, organisés, de façon à ce que quand le député vient, il trouve des sages qui l'interrogent solidement sur tel vote ou tel positionnement. Nos villages sont déstructurés et le député arrive en véritable conquérant, patron. Face à des vieux sages du village, c'est du jamais vu. Surtout s'il a plus de moyens. Les moyens aujourd'hui font là. Nos quartiers,
le défaut d'association, etc. À partir du moment où les Gabonais s'organiseront à la base, les pouvoirs publics sauront que la donne a changé. Mais tant que... et on n'a pas d'autre choix que de s'organiser à la base, parce que nous ne sommes pas des locataires dans ce pays. Les Gabonais sont propriétaires, autant que je sache, de ce pays. Donc qu'ils essayent de trouver les moyens nécessaires de s'organiser à la base. Un réseau d'associations de plus en plus dense, pas d'associations politisées. Dans nos villages, une organisation dans la ruralité qui fait que des députés des zones rurales, je ne comprends pas bien pourquoi ils sont aussi adulés alors que la précarité continue de suivre son chemin, etc., etc. Que font nos vieux sages dans les villages? Pourquoi ils ne tiennent pas en respect leurs enfants, en tout cas ceux-là qu'on envoie à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, même si c'est pas eux qui les nomment. Donc je trouve que les Gabonais sont absents. La société gagnerait à ce que, à la base, il y ait un peu plus d'organisation, de structuration, de façon à ce que... Et vous voyez, bon, c'est mon message. L'organisation des Gabonais à la base, c'est ce qui est attendu. Parce qu'il y a une forme de désert. Ce n'est pas bon pour l'action publique. Les populations sont les destinataires des politiques publiques, mais pour qu'elles jouent leur rôle, il faut qu'elles soient visibles, ces populations-là. Or, on a l'impression que le gouvernement est seul dans le bateau. C'est anormal. C'est une société déséquilibrée qui fonctionne comme ça. On a le droit de demander des comptes, mais encore faut-il être organisé de façon à ce qu'on vous respecte. Et on est trop demandeur dans la position de demandeur. C'est une position délicate. Il faut être un peu plus exigeant, mais ça commence par nous-mêmes. Il faut s'organiser à la base. Il faut être plus exigeant. Voilà, cette émission Gabon Politique de ce mardi est terminée. Elle était consacrée à l'analyse du caractère symbolique et républicain de deux événements constitutionnels intervenus récemment dans notre pays. La rentrée parlementaire et la déclaration de politique générale de Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre chef du gouvernement. Tous les enjeux et enseignements de ces deux procédures nous ont été donnés par le politologue Dr André Adjo, notre invité. Merci docteur de votre disponibilité habituelle. Ce n'était pas du tout évident cette fois. Nous vous avons contacté en moins de 48 heures. Voilà un bel exemple des hommes sur qui le Premier ministre peut compter pour mener à bien son programme de politique générale. Merci à nos chers auditeurs. Cette émission a été réalisée par Julien Makita. La coordination est assurée par Ali Reynald Radjumba sous la supervision de Bertrand Ebiagangwe. À très bientôt avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.